Foi et turbulence. Un regard contemporain sur les multiples dimensions de la foi. Coordonnateur, Louis Lesage. Bonjour et bienvenue à tous à cette table ronde sur l'actualité à la fois religieuse et générale, et où je suis effectivement entouré de Sabrina Di Matteo, directrice adjointe du service de formation de l'Église catholique de Montréal. Bonjour. Bonjour Sabrina. De David Finn, ancien responsable des communications publiques de l'Église unie du Canada et qui est maintenant pasteur à l'Église de Granby. Bonjour. Bonjour David. Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef de la revue Relations. Bonjour. Et puis Gilles Leblanc, directeur de Présence Magazine. Bonjour. Alors, au cours de ces 45 ou 50 minutes qui viennent, nos invités feront ressortir ce qui, dans les 4 dernières semaines, les ont soit indignés, surpris, étonnés ou qui parfois peut-être leur ont donné quelques signes d'espoir dans la marche du monde. Alors, c'est peut-être également des événements ou des situations qui sont passées dans l'ombre des phares médiatiques qui pourront aussi relever à l'occasion. Alors, un premier sujet, et j'avoue que c'est le sujet, dans notre première partie, on parle plutôt des affaires religieuses en général, et moi, je vous soumets immédiatement un sujet qui m'a récemment, qui m'a étonné justement et surpris, c'est l'intervention de la Conférence catholique des évêques américains. Une intervention qui a poussé le président Obama à reculer devant un projet de résolution ou un projet de réglementation. Et ça vaut la peine de le résumer parce qu'au fond, c'est une question qui repose le problème des relations entre le pouvoir public et les églises, aussi qui peut-être nous amène à nous interroger sur notre société apparemment très séculière, mais avec une sécularité à différents degrés. Alors, je résume, je sais que nos commentateurs sont prêts à intervenir là-dessus. Alors, voici la Conférence catholique des évêques du Canada est intervenue auprès du président Obama pour empêcher la passation, si l'on veut, d'un règlement qui aurait permis aux institutions religieuses, remarquez bien, institutions religieuses, institutions catholiques plus précisément, qui leur aurait permis, en fait, on ordonnait en quelque sorte que ces institutions-là, dans leur plan d'assurance maladie, couvrent les frais de contraception. Alors, les évêques se sont opposés farouchement à ça. Ils ont demandé que ce soit rétracté. Seul l'est en partie. Il y a un compromis qui a été fait, mais qui ne satisfait pas tout le monde, de sorte que ceci montre le pouvoir assez fort encore des évêques canadiens et des évêques canadiens. Dieu m'en garde, des évêques américains sur le président Obama. Et pour commenter, et pour peut-être donner plus de détails, il y a Sabrina Di Matteo qui est avec nous, qui a suivi particulièrement ce dossier. Alors, Sabrina, qu'est-ce qui vous a surpris, étonné dans cette démarche des évêques et dans ce recul d'Obama? Alors, 2 choses, puis c'est pas juste les évêques, dans le fond, qui ont contesté. On a plusieurs prétendants à la candidature républicaine qui se sont mis de la partie. Donc, 2 choses me frappent. D'abord, justement, dans tous les commentaires rébarbatifs à l'endroit de ces démarches d'Obama, il faut que je dise je trouve qu'il y a un caractère démagogique à ce qui a été dit. Dans le fait de dire des choses comme, l'archevêque de New York a dit en parlant du temps qu'il fallait, le processus pour mettre en place le plan de santé. Donc, les institutions religieuses ont 1 an pour se conformer. Il a dit, donc, nous avons 1 an pour nous demander comment violer nos consciences. Le même vocable là, de violer les consciences a été repris par Mitt Romney, républicain. Et il y a eu toutes sortes de citations dans ce sens-là. Une sénatrice, Kelly Ayotte, qui a dit que cette question ne relève pas du droit des femmes, mais de la liberté religieuse en général. Rick Santorum, un autre prétendant républicain, dit il ne s'agit pas de contraception, il s'agit de liberté économique, de liberté d'expression, de la liberté de religion. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un glissement à surveiller parce que ça m'étonne énormément que la liberté de religion ait soudainement préséance sur la liberté individuelle et la conscience, et dans ce cas-ci, celle des femmes en particulier. Le recul qu'Obama fait en disant, dans le fond, en dégageant les institutions religieuses de subventionner tout ce qui touche ce qu'il appelle, lui, les soins préventifs gratuits, entendre
la contraception, les pilules du lendemain, le plan B, par exemple. En faisant ça, il dégage donc les institutions religieuses d'avoir à subventionner directement eux-mêmes leur plan de santé corporatif, par exemple. Par contre, ce seront les assurances des États, les assurances gratuites dans le cadre de la réforme de la santé qui vont rembourser directement aux personnes concernées. Dites-moi, là, Sabrina, est-ce que, pour vous poser directement la question, là, est-ce que vous êtes d'accord avec cette position des évêques américains, des évêques catholiques, de demander en quelque sorte aux institutions catholiques de ne plus financer les assurances quand celles-ci couvrent les soins de contraception, les prescriptions de contraception? Je dirais que je comprends parce que, évidemment, oui, c'est en ligne avec la doctrine catholique et toute la tradition que maintient l'Église, mais je suis mal à l'aise. Comme femme, je suis mal à l'aise et je mettrais ça même pas, c'est un malaise qui touche même pas juste la question des avortements, des pilules abortives. Au niveau, ne serait-ce que de la contraception en tant que moyen d'exercer une régulation de la santé. Je pense aux adolescentes, quand elles commencent leur menstruation, et c'est aussi de base que ça, là, ce que j'apporte comme information, souvent la pilule leur est prescrite, la pilule contraceptive leur est prescrite comme moyen de réguler le cycle menstruel, par exemple, ou d'alléger le flux menstruel. Ne serait-ce que ça, donc ça veut dire que ça serait interdit. Ça me questionne. En même temps, c'est vrai que même ici, on en a fait des pratiques très automatisées, de dire, bon, OK, tu as 13 ans, voilà, mets-toi sur la pilule, sans qu'il y ait nécessairement de raisonnement derrière. Mais là, il y a quelque chose là, qui touche une zone grise qui me met mal à l'aise. En même temps que je dirais, vis-à-vis Obama, quand il parle de soins préventifs gratuits, il y a là aussi quelque chose à démêler parce qu'on fait équivaloir tout le processus de conception, de naissance et, on comprend la contraception comme un soin préventif. Je suis mal à l'aise avec le terme soin préventif. Si c'est pour empêcher des naissances, disons-le comme ça, est-ce que c'est un soin comme tel? Bon, je suis plus ou moins d'accord. Oui, mais au fond, on peut être individuellement mal à l'aise ou... En fait, ce qui est un peu dénoncé là-dedans, c'est c'est au niveau d'une intervention en quelque sorte sur la réglementation, la réglementation sur les assurances. C'est-à-dire que les gens individuellement peuvent continuer à prendre ou ne pas prendre ou décider quand ils veulent prendre les procédés de contraception. Mais au fond, là, c'est qu'on empêchait que l'Église souhaite, les évêques souhaitent que non pas souhaitent, mais veulent absolument que les institutions catholiques ne financent plus directement la contraception par le propre programme d'assurance. Oui. Mais une chose qu'il faut quand même dire aussi, pour être juste, c'est que beaucoup d'associations, soit d'hôpitaux catholiques ou même de collèges catholiques, sont intervenus pour ne pas être d'accord avec la position des évêques. Alors, ceci dit, est-ce que mes autres collègues peuvent avoir des choses à ajouter sur le débat à ce moment-ci? Jean-Claude Ravet de Relations. Que par rapport au compromis qu'Obama a fait, justement, moi je trouve qu'a bien expliqué Sabrina, on va dire que ce ne sera pas les institutions catholiques qui financeront, mais les assurances. Hein. Qui financeront cet aspect particulier. Là, la contraception. Alors je trouve l'Église conteste ça, quoi. Hein. C'est ça. Ce que j'ai compris, c'est que les évêques ne se contentent pas de ça et ils sont dans une posture d'intransigeance. Alors ça, je me perds un peu dans ça. Maintenant, ça m'a fait les commentaires que Sabrina dit m'ont fait penser à une chose. Ils invoquent le fait de violer ses consciences, hein. Mais je trouve qu'il y a un glissement là. Hein. On n'est pas dans le viol des consciences là. On est dans le viol de la doctrine de l'Église. Hein. Ça, c'est autre chose. Hein. Que les évêques soient contre parce que ce sont actuellement les règles de l'Église, mais on est à milieu de ce qui est la conscience, parce que la conscience peut me dire que moi j'ai le droit d'utiliser la contraception, je peux le sentir comme légitime. On n'est plus dans le viol de conscience là, et on retourne à dire ce qu'est la loi de l'Église est la même chose que la conscience. Là, il y a un glissement qui me semble tout à fait aberrant. David Finn.
Je ne suis pas un bon catholique, ni catholique du tout, mais C'est un chrétien quand même, hein? Pasteur de l'Église unie. Ce que je dirais, c'est que 3 ou 4 points, ça reflète bien à quel point la religion est beaucoup plus présente dans le monde politique et social aux États-Unis qu'ici au Canada ou au Québec. La dénomination de tous les candidats est toujours soulignée, tel est mormon, tel ou tel est presbytérien, tel ou tel est baptiste, etc. Alors qu'ici, les candidats ou les candidates pour tel poste de premier ministre, on dirait ça par rapport, on le souligne pas. L'autre chose, c'est que c'est l'exception, je dirais, l'exception américaine dans le monde occidental. De partout, les églises sont en décroissance et aux États-Unis, elles sont en croissance. Alors ça, il y a peut-être un phénomène là. Moi, je dirais, c'est pas la première fois que je dis que je ne suis pas un admirateur d'Obama, mais il a reculé sur tellement de points qu'il recule sur un point de plus. Ça ne m'étonne pas beaucoup. Mais quand il s'agit de la question de l'avortement, attention, parce que nous aussi au Canada, le débat officiellement n'est pas réouvert, mais le gouvernement que nous avons élu collectivement, nous collectif, va peut-être proposer des lois qui indirectement va jouer dans le domaine de l'avortement et des droits des fœtus. Alors, on n'a pas trop de leçons à donner aux États-Unis. Et le dernier point, je dirais, c'est peut-être un point par rapport à ce qu'on appelle la pilule contraceptionnelle ou les anabolisants. Moi, qui essaie d'être environnementaliste ou écologiste, on le sait que ça a des dommages, des impacts très grands sur la faune, particulièrement des rivières et des lacs, après tant d'années. Alors, je dis pas qu'il faut les arrêter. Je dis juste qu'il y en a. Ça veut réagir à vos propos, là, David? Alors, réagissons. Tiens, Gilles de Présence Magazine va réagir et puis ensuite Sabrina va répliquer. Oui, bien, là, il y a des choses que je voudrais réaffirmer qui ont été dites. C'est sûr que là, on voit que le lobbying des évêques américains est quand même important. Ce qu'on ne connaît pas, David en a fait allusion, qu'on ne connaît pas dans d'autres pays. Quand ils parlent, ils ont une place sur l'opinion publique, ce qui est moins le cas ici. C'est sûr qu'aussi, on est en campagne électorale. Fait que je voudrais pas, moi, qu'on se serve de clauses aussi délicates pour en faire un enjeu électoral. On sait que tous les gens conservateurs aux États-Unis, les républicains, n'attendent que ça pour eux-mêmes raffermir leur position. Il y a un autre point aussi, son transfert, son élargie ici pour le Canada. C'est sûr que les évêques canadiens ont tout un secteur, le service de la vie, qu'ils appuient, qui est très important pour eux, que la majorité des évêques anglophones appuient à 100%. Alors ça, ils font un lobbying, mais qui est pas aussi efficace, mais comme on vient de signaler, il y a sans doute des procédures qui vont naître dans les prochains mois. Déjà, il y a des annonces là-dessus. Mais un autre élément, voyant cette cause-là, j'appuie tout ce que Sabrina a dit pour ce qui est de la femme et de la vie, mais ça me fait penser au débat qu'on a eu pour le développement et paix. C'est qu'aussitôt qu'un organisme dépense des fonds dans une ligne différente de la pensée officielle de l'Église, on intervient. Je me dis, le droit des personnes, le droit des femmes, le droit à l'enfant de naître, etc., sont tous des choses à préserver et qui, à toute fin pratique, sont à considérer grandement quand il y a des débats à caractère politique comme ça. Sabrina? Moi, je vais apporter quelque chose de très personnel. J'ai eu un enfant à 18 ans. Je suis tombée enceinte à 17 ans et j'ai eu la chance d'être accompagnée par un pasteur catholique pour prendre la décision de le garder. Puis c'était une décision entièrement personnelle, pas du tout dictée par qu'est-ce qu'en dit l'Église, laissez-moi ouvrir mon catéchisme, que je vois ça puis que j'en décide. C'était tout simplement, ça revenait très simplement à dire, est-ce que je vais être capable de me lever et de me regarder dans le miroir tous les matins si je prends la décision d'avoir un avortement. J'ai été très chanceuse d'avoir été soutenue par ma famille et tout pour garder mon enfant.
Je dis ça parce que il y a quelque chose que je trouve difficile comme pilule à avaler, là, pour faire un beau jeu de mots. Comment ça se fait que les conférences épiscopales, puis je dis ça en généralisant consciemment, comment ça se fait que les conférences épiscopales parlent fort dès qu'il est question de tout ce qui touche la morale et la morale sexuelle, pour élever leur voix contre, dans ce cas-ci, un programme de santé qui inclurait des méthodes contraceptives et abortives, mais qu'à l'inverse, ou du même souffle, les conférences épiscopales sont pas capables de parler fort pour demander des programmes sociaux qui vont aider les jeunes mères, pour favoriser des programmes qui vont favoriser la garde de l'enfant, que ce soit faciliter l'adoption, le logement social, le raccrochage scolaire. Tout ça, ce sont des mesures qui doivent aller de pair avec d'autres mesures sur lesquelles, oui, la conscience collective catholique pourrait vouloir être contre, mais à un moment donné, là, on peut pas toujours trancher au couteau et il faut maintenir les deux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour favoriser le plus possible le choix de la vie, en admettant que, quand même, dans la société civile, les États permettent qu'il y ait des méthodes contraceptives et qu'il y ait aussi, malheureusement, des méthodes abortives. Jean-Claude Ravin? Non, enfin, moi, je suis tout à fait là, derrière Sabrina. Je l'appuie dans sa position. Et c'est ça qui est dramatique, c'est de voir un peu, justement, une église qui est focalisée sur un thème. Hein, il ne voit que ça, alors que c'est c'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus politique et c'est beaucoup plus social. Et on n'entend pas précisément la voix de l'église dans ce grand enjeu social qui est beaucoup plus fondamental que cette question très étroite de la contraception, qui est très réduite, alors que c'est un enjeu beaucoup plus global de société. Et ça, on est prêt à voter pour des républicains d'extrême droite du moment qu'ils nous accordent ce petit point, alors qu'ils peuvent balayer tout le reste comme du revers de la main. Ça ne fait pas broncher aucun évêque. Ça me paraît préoccupant. Je ne dis pas aucun évêque, il y en a qui se lèvent, mais c'est des voix tellement minoritaires que c'est tellement triste. Il y a un autre dossier d'affaires religieuses dont on peut parler. Cette conférence, ce symposium qui a eu lieu à Rome sur la pédophilie du 6 au 9 février dernier, symposium qui regroupait surtout des responsables de communautés religieuses et beaucoup d'évêques. Au fond, ce qu'il faut noter peut-être là-dedans, c'est quelques 10 ans après les gros scandales de pédophilie qui étaient sortis, surtout aux États-Unis d'abord. Enfin, je ne sais pas comment vous évaluez ça, d'une façon, là, justement, l'Église commence à parler d'une façon un peu plus énergique là-dessus. Ça a pris du temps, mais là, il y a eu quand même un symposium. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement-là? Il fallait le faire, c'est sûr, c'était fondamental. Je pense que l'Église, elle est tellement prise dans cette question là, dramatique et scandaleuse qu'il fallait faire le point là-dessus. Je pense qu'ils ont eu des paroles courageuses. Ce que j'ai entendu, j'ai très peu eu vent malgré tout. Là, il faudrait que je m'informe un peu plus, mais de ce que j'ai eu vent, ça me paraissait courageux de dire que là, il faut dénoncer ceux qui commettent ces crimes, il faut appuyer les personnes qui ont été les victimes, hein, et pas protéger l'institution, hein, au détriment des victimes. Ça me paraissait courageux, parce que c'est un poison. Je pense ils prennent conscience que c'est un poison, hein, qui envenime effectivement les bases de l'Église. Parce que comment on peut annoncer l'Évangile, hein, si on tait ce crime abject de la pédophilie, hein. On est là dans l'impossibilité d'annoncer l'Évangile, et je pense qu'ils prennent conscience que là, il y a quelque chose qui va mal. David Finn? Oui, je pense je suis d'accord avec Jean-Claude pour dire qu'il faut dénoncer et pas juste appuyer les victimes. Je pense qu'il y a un dédommagement qui doit être fait absolument. Les dommages qui sont faits aux enfants abusés sexuellement durent toute une vie. C'est une souffrance intérieure que j'ai lu plusieurs livres, et je me souviens plus, l'auteur disait, j'avais un passager clandestin
chez moi. C'est avoir quelqu'un, une présence omniprésente, envahissante en soi toute sa vie. Donc, il y a un dédommagement. Sans vouloir faire trop de publicité, l'Église unie a essayé, avec tout ce qui s'était passé dans les pensionnats amérindiens, d'offrir un dédommagement qui satisfaisait les victimes. Je dirais juste un dernier point. Il faut aussi toucher non pas juste cette pédophilie qui a eu lieu dans les milieux religieux, mais qui se déplace en fait, qui se déplace maintenant sur le monde de l'internet, par exemple. Combien d'enfants sont maintenant abusés dont les images absolument abominables sont diffusées à travers des réseaux de pédophiles internet. Ça aussi, il faut le dénoncer et y mettre fin. Alors, Gilles, une dernière intervention sur ça, oui? Oui, alors, je sais que dans le cadre de cet événement-là, le cardinal Ouellette a pris la parole, a fait l'homélie dans une église, et il y a eu un discours très percutant là-dessus. Mais moi, je t'apportais à penser des mots. C'est-à-dire que des mots MOTS. C'est-à-dire que c'est sûr que l'Église a maintenant un discours dans ce sens-là. Le journaliste Mounier de la Croix, qui nous a rencontrés il y a quelque temps, a dit que c'était une des priorités de Benoît XVI de s'attaquer à cette question-là, de prendre des positions. Alors, c'est bon donc qu'on a eu des mots. Maintenant, il va peut-être falloir qu'il y ait aussi des actes. D'ailleurs, Monseigneur Ouellette, je crois. Ouellette, c'est lui qui a ouvert, je pense, ce symposium-là avec une messe sur la repentance. Maintenant, pour clore cette section, non pas sur les dossiers dont on vient de parler, pédophilie et intervention de l'Église sur la contraception, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'en a pas parlé avant, cette annonce publiée dans les journaux par l'Église catholique de Montréal, où on voyait, entre autres, le classement de toutes les équipes de la division, peut-être que Gilles peut me préciser, la division Est, en fait, peu importe, 16 classements, et au classement numéro 8, il n'y avait aucun nom d'équipe qui était écrit, c'était tout simplement écrit prions. Autrement dit, prions pour que le Canadien soit accepté dans des éliminatoires, dans les séries éliminatoires. Comment avez-vous, cette publicité a été remarquée? Il y a eu des articles qui ont été écrits, on l'a vu dans les différents journaux. Comment vous réagissez? Faut-il prier pour la Sainte Flanelle? Je pensais que la question serait est-ce qu'on peut faire de la pub pour la Sainte Flanelle quand on est l'Église? On n'a pas besoin de faire de pub à Montréal pour les Canadiens. Mais on le sait depuis le temps qu'on dit que le hockey est une religion à Montréal. Là, c'est l'alliance de deux religions qui se rencontrent, de deux grandes foi. C'est un clin d'œil, hein? Puis c'est un clin d'œil, il faut dire, pensé par l'agence BOSS qui fait des campagnes de la collecte annuelle de l'Église catholique de Montréal depuis plusieurs années. Et c'est vraiment venu de leur concepteur. Honnêtement, bien à la dernière minute, ils sont venus rencontrer le cardinal, puis ils ont dit on a un concept, qu'est-ce que vous en pensez? Puis voilà, c'est un clin d'œil à la population. C'est amusant. Oui? C'est amusant, mais je trouve que malgré tout, si on va plus en profondeur, c'est caricaturer la prière. Ouais. Ça, pour moi, c'est amusant parce que justement, c'est un clin d'œil à ce qu'on pense. Mais si on réfléchit sur la prière, c'est caricatural. Non pas seulement caricatural, je pense que c'est méprisant pour la prière. C'est-à-dire que ça tord le sens de la prière. Parce on peut prier pour gagner, qu'une équipe gagne, c'est vraiment aberrant. Les footballeurs américains le font. Ça passionne les gens. Attendez, d'abord, Gilles Leblanc, qui est notre grand passionné de hockey autour de cette table. Faut pas oublier, Jean-Claude, on peut prier pour le Canadien. Oui, parce qu'ils ont gagné 4 parties de fil depuis cette annonce-là. Là, ils ont perdu hier, mais ils vont jouer ce soir contre Boston, les Pandas, les Bruins de Boston, qui sont les petits ours de Boston. Alors, s'ils gagnent ce soir, ça veut dire que... Est-ce que Dieu a le C du Canadien sur son cœur? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Pas encore, mais ça s'en vient. Alors, C du Canadien... On y travaille. Okay. Le C du Canadien, justement, dans notre prochaine partie de l'émission, on parlera surtout du Canada et certaines déclarations de nos premiers ministres et ministres. Alors, Louis Lesage, autour de cette table, Sabrina Di Matteo, David Finn, Jean-Claude Ravet et puis Gilles Leblanc.
Alors, on est déjà avec vous pour parler cette fois de certains aspects, certaines dimensions de la politique canadienne, enfin qui ont surtout indigné jusqu'à un certain point nos panélistes. J'imagine. D'abord, cette déclaration du ministre Tev, ai-je bien prononcé, sur la sécurité publique, dans laquelle, en fait, c'est une prescription une lettre qui a été écrite déjà en 2010, mais qui est ressortie, qui a rebondi la semaine dernière en Chambre avec des questions qui ont été posées sur cette déclaration-là, comme quoi, bien sûr, la torture est condamnable, elle doit être absolument condamnée, mais dans certaines circonstances, à cause des questions de sécurité publique, on ne peut pas s'empêcher d'y avoir recours. Donc, le CRS, éventuellement, pourrait avoir recours à la torture pour avoir des aveux qui seraient pour protéger la vie des citoyens canadiens. David Fillion. Bien, pour, disons, paraphraser une célèbre formule de Jean-Paul Sartre, on lisait dans un quotidien ces derniers temps « L'horreur chez les autres ». Oui, on permet la torture en autant que ça... sous prétexte que ça peut protéger notre collectivité, mais c'est ignoble d'avoir une pensée de ce genre. Je pense par contre que ça fait partie d'un courant qui est une vague de fond, un courant important au Canada, qui est je ne dis pas radicalisation, parce que c'est peut-être pas le bon terme, mais une nouvelle identité de ce pays qui est en train de se forger avec le gouvernement conservateur. On parle de la peine de mort. Il y a un sénateur dont tout le monde connaît le nom qui a proposé qu'on donne une corde à chaque assassin. On a le fameux projet de loi C10 qui va proposer des peines minimales pour toutes sortes de délits, alors qu'il est déjà, il sera peut-être jugé anticonstitutionnel. J'ai parlé tout à l'heure de l'avortement. Lors de son voyage en Chine, heureusement, j'étais bien content de voir que le premier ministre Harper n'a pas beaucoup abordé la question des droits humains en Chine, qui est un des pires bilans des droits humains sur la peine de mort, sur l'emprisonnement des prisonniers, les prisonniers politiques, même le prix Nobel de la paix, Liu Xiaobo, qui est encore emprisonné, les peuples des Ouïghours, le peuple tibétain qui sont occupés, qui sont opprimés. Alors, j'étais bien content qu'il n'aborde pas trop cette question-là, parce que nous n'avons pas de conseils et nous n'avons à donner aux autres de ce qui se passe ici. Nous n'avons pas à montrer comment faire, alors que nous avons dans notre pays une dérive qui est malheureuse et qui ne semble pas s'arrêter. Mais quand vous dites là, que nous n'avons pas de leçons à donner aux autres, et particulièrement à la Chine, vous ne trouvez pas que vous allez un petit peu loin quand même dans cette... disons, c'est sûr que le langage de nos ministres, le langage du sénateur Bienvenu, le langage ou le non-dit parfois, comme par exemple le fait que M. Harper se rende en Chine et esquisse à peine la question des droits de l'homme, des droits humains, c'est une réalité, mais on est quand même loin de ce qui se passe là-bas, non? Oui, mais malgré tout, David a raison, parce que on est responsable de nos gouvernements. Hein, on est responsable, nous les avons élus. Hein, pas personnellement, mais notre communauté politique a élu. Et il faut prendre conscience que si on est face à quelque chose d'abominable, de banaliser la torture, parce qu'on y arrive à ça, à banaliser la torture avec ces déclarations-là. Ouais. Un principe qui a été un interdit absolu qui a été déclaré après la Seconde Guerre face aux crimes nazis, aux tortures qu'on a fait subir à des terroristes.
Hein, parce que les résistants français, par exemple, ou tchèques, ou polonais, ou ça, c'était des terroristes pour des nazis. Eh bien, donc, ils étaient, selon cette déclaration, légitimes de les torturer parce que ils menaçaient l'État. Hein. Mais alors là, on est dans une aberration totale, et on a pris conscience, par exemple, en France, avec la torture en Algérie, que ça mine, ça détruit non seulement celui qui est torturé, évidemment, mais celui qui torture. Hein, ça les démolit. Et non seulement les personnes, mais aussi l'image de l'État. Parce que là, il n'y a plus de frontière entre la démocratie et la barbarie. Quelle est la frontière? Sinon, c'est interdit absolu contre cette torture-là. Moi, j'ai vécu au Chili. J'ai rencontré tant de gens, des amis qui ont été torturés durant le régime de Pinochet. Et c'est inacceptable de pouvoir dire que on peut torturer légitimement. C'est pour un chrétien, c'est abominable, quoi. C'est abominable. Mais humainement, c'est aussi abominable. C'est un scandale qui devrait être puni par nos votes. Si on ne le fait pas par nos votes, on en sera encore responsable. Je suis contente d'entendre ça de Jean-Claude, parce que je vous entends aussi autour de la table dire un gouvernement qu'on a élu, mais je suis désolée, c'est pas tout le monde qui l'a élu, et il y en a qui ont été très déçus et qui sont pris avec un gouvernement majoritaire qui prend des décisions qui, malheureusement, actuellement, dans le contexte il y a comme une non-opposition depuis des semaines, là, vraiment, parce que le NPD est en course à la chefferie, le Parti libéral, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe, le Bloc, il n'est plus du tout. Et il n'y a plus de voix qui s'élèvent contre ça. Donc, tout passe. Et je trouve il y a un durcissement auquel on pouvait tout à fait s'attendre, mais qui est vraiment désolant et qui est honteux, que ce soit cette acceptation des aveux sous la torture, que ce soit le fait que le gouvernement fédéral sous Harper ne peut pas croire à la réhabilitation des détenus avec le projet C10 qui passe dans le beurre. Ça va vraiment pas. Mais alors, c'est quoi les moyens qu'on prend là, pour moi, je suis un peu sans voix, puis je me sens honnêtement bien impuissante comme citoyenne face à ça. Et est-ce que c'est dans 3 ans, 4 ans, que c'est là qu'il faut payer les conséquences? C'est trop tard dans 4 ans. On va passer notre temps à tout défaire. Alors, c'est enrageant. Alors, c'est une manifestation d'une certaine façon d'indignation, d'indignité, mais est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent être faites pour arrêter non seulement ce type de discours, mais qui s'orientent vers, c'est non seulement un discours, mais ce sont également des politiques par rapport, par exemple, à la réhabilitation? Oui, alors, mais en débattre, c'est déjà quelque chose d'être indigné comme on l'est, mais ce qui est encore plus frappant pour moi, il y a comme 2 éléments. C'est que le Canada a toujours passé pour un pays modèle pour des politiques sociales, des politiques par rapport à la réhabilitation, par rapport à la jeunesse, par rapport à ce qui vient à la dénonciation des choses inacceptables, des choses violentes partout dans le monde. Alors, ça, c'est quelque chose, une image qui est ternie, tu sais, parce que quand on parle à l'étranger du Canada, toutes ces choses-là ne peuvent pas se passer ici. L'autre élément, c'est le pas en arrière. Parce qu'on sait que dans des domaines comme ceux-là, c'est pas facile. Il y a toujours des gens plus de droite qui sont plus influencés aussi par l'idéologie américaine qui garde toujours dans son subconscient que la vengeance est acceptable. Alors là, on revient en arrière. Mais vous parlez d'idéologie américaine, mais quand même, Obama n'est pas dans la même orientation que Harper. L'idéologie conservatrice, c'est plus forte ici maintenant, pour ce qui est de la violence, des méthodes, de la conception des autres, du respect des autres, dans la politique étrangère, comme dans la politique interne, la peine de mort n'est qu'un des éléments dans beaucoup d'États américains. Alors à ce moment-là, c'est parce que quand on recule, ça a pris tellement de temps à parvenir au statut auquel on était parvenu. Et quand on voit qu'il y a des brèches là-dedans, mais c'est fort désolant. C'est pour ça que je me dis faut le dénoncer violemment. Je crois que le gouvernement actuel a reculé sur certains points dans le passé à cause, et moi aussi, comme Sabrina dit,
de voir ceux qui sont en face du gouvernement si divisés, sans voix d'une certaine façon, et cela peut-être pour quelques années, c'est un peu désolant. Mais peut-être que notre voix à nous va être plus importante qu'on pense. Jean-Claude Ravin. Permettez-moi de rappeler qu'on a, pour les gens qui voudraient creuser davantage cette question, on a publié un dossier percutant en décembre 2009, la torture dans la revue Relation. De la revue Relation, la torture, de l'interdit à la banalisation. Il est très d'actuel parce que, comme tu dis, Gilles, c'est pas une question nouvelle. Déjà, le Canada, sous Harper, avait fait des actions compromettantes à ce niveau-là, qui sont dénoncées dans ce numéro d'il y a déjà 2-3 ans. Donc, les gens peuvent le lire en ligne sur notre site. Et donc, c'est je pense, un document très riche pour se faire une idée sur cette question. On a parlé tout à l'heure du silence relatif. Je pense qu'il a fait une petite déclaration relativement abstraite, M. Harper, dans son voyage en Chine. Et il faut rappeler également qu'Angela Merkel, lorsqu'elle est allée en Chine un petit peu auparavant, elle a peut-être fait des déclarations, mais elle a rencontré directement des avocats, des contestataires et des dissidents chinois. Ceci comme point d'information. Alors, donc, ça va pour cette question. Alors, Louis Lesage, en compagnie de Gilles Leblanc, Jean-Claude Ravel, Sabrina Di Matteo et David Finn. À tout de suite. Alors, nous sommes encore là pour peut-être un échange ouvert sur d'autres aspects qui pourraient vous avoir, que vous avez observés ou dans ces 4 ou 5 dernières semaines. Oui, David Finn. Une petite question, pas une. Une grosse question que je voudrais aborder rapidement, c'est toute la question de la technologie qui est de plus en plus envahissante dans nos vies. J'ai lu récemment que les GPS étaient en train de faire de nous des analphabètes géographiques. Les gens ne savent plus se retrouver. Et même, malgré leur GPS, se perdre et sont obligés de prendre des taxis pour se rendre d'un endroit à l'autre. Les téléphones cellulaires qui sont de plus en plus omniprésents dans la vie. En venant au studio ce matin, je passe sur un feu vert et devant moi, il y a une jeune femme avec son qui, elle, traversait sur le rouge avec son téléphone cellulaire. Il y a de multiples... un récent sondage disait que 75% des utilisateurs des téléphones multifonctionnels avouaient l'avoir utilisé dans les toilettes. Il y a quelque chose qui est absurde là, qui est une dépendance, qui est une véritable dépendance. Un dernier statistique disant que lors du dernier quart du Super Bowl, il y a 12 000 textos à la seconde qui se sont échangés. Il y a quelque chose d'à la fois d'exhibitionniste et à la fois d'une dépendance profonde à cette nouvelle technologie, et je ne sais pas jusqu'où ça va arrêter. Je ne sais pas. Pendant que tu parles, Gilles, Louis est en train de jouer sur son... Non, pendant qu'il parlait, effectivement, j'étais en train de jouer avec mon téléphone, justement, pour essayer de me rappeler le titre des 2 livres que David Finn a écrits sur l'environnement, mais vous ne m'avez pas laissé le temps. David n'a pas parlé assez longtemps cette fois-ci. C'est ça. Non, au fond, c'est pas pour vous expliquer. Ça montre que le cellulaire nous permet d'être à 2 endroits en même temps. C'est formidable. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, mais il y a une situation de société là, inquiétante. Je pense qu'il y a un fait divers aussi qui est sorti dans les journaux récemment, c'est que durant le grand crash accident là, en Ontario, où des dizaines d'ouvriers agricoles sont morts, avant que les services de secours arrivent, il y avait beaucoup de badauds qui étaient là, mais les badauds étaient tous avec leur cellulaire en train de filmer l'événement. Ils étaient en dehors de l'événement. C'était des caméramans, mais
il y avait aucun lien là. Il y avait des secours, il y avait de l'aide, il y avait un danger, il y avait des souffrances, il y avait du sang, il y avait. Mais non, eux, le seul réflexe c'était de brandir leur cellulaire pour capter l'image le premier et avoir la chance ou la gloire d'avoir capté l'image le premier et le transmettre au monde entier. Alors il y a quelque chose effectivement de déréalisation que nous permettent la technique. Il s'agit d'en prendre conscience et d'essayer mettre un stop un peu, ou un espace humain entre la technique et soi. Et cette technologie envahit tous les domaines, même dans le domaine de la culture. Il y a même maintenant des salles de concert qui acceptent qu'il y a des sièges réservés pour les gens qui vont tweeter pendant le spectacle. Alors même la culture est envahie par ces technologies. Il faudrait trouver un équilibre, en bref, parce qu'on n'est plus capable de se voir exister dans le moment présent sans exister aussi dans le monde virtuel et faire savoir partout où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait à chaque seconde. Alors, je viens d'avoir la tentation de filmer Jean-Claude pendant qu'il faisait ça, dénonçait le téléphone intelligent. On peut quand même revenir sommairement sur des événements qui se passent actuellement ici au Québec. C'est en fait une espèce de resurgence des mouvements de grève, particulièrement la grève étudiante qui se veut. Oui, deux mouvements. La grève étudiante et puis bien sûr... Les CPE, deux mouvements qui centre de la petite enfance, qui sont du domaine de l'éducation, on pourrait dire. Alors les travailleuses en CPE qui ont déclenché des mouvements de grève parce qu'après 2 ans, il n'y a toujours pas d'accord. Et il y a maintenant les étudiants qui graduellement, les facultés les unes après les autres, se mettent en grève illimitée. Mais sur le fond de la question, qu'est-ce que vous en pensez de cette augmentation de $350 par année des frais de scolarité? Moi, je trouve qu'on devrait avoir une diminution de $350 par année. En fait, l'argument qui vient... par année. Je pense que l'éducation supérieure devrait être beaucoup plus abordable, devrait être gratuite. Je pense que il devrait y avoir la possibilité à tous et à toutes d'avoir une éducation supérieure sans aucun critère financier. C'est pas utopique quand même? Je me fais l'avocat du diable. Là. Il y a des pays où ça existe, notamment en ce qui est des navis. Et si c'est utopique, tant mieux. Partons d'un point de vue utopique pour pouvoir faire quelque chose qui avantage les étudiants plutôt que de régresser, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pas facile de faire des discours utopiques comme ça, non, de dire que finalement tout devrait être gratuit. Jean-Claude Ravin. Moi, je pense que c'est très intéressant justement que le mouvement étudiant mette de l'avant dans leurs revendications que c'est une question de projet de société. Est-ce que ça veut dire encore quelque chose aujourd'hui, un projet de société? C'est aberrant d'entendre les politiciens. Et on n'est pas en phase de projet de société. Même le plan Nord, c'est pas un projet de société. C'est faire de l'argent, mais toujours fragmenté. On voudrait un projet de société. Enfin, les étudiants introduisent dans le politique cette question fondamentalement politique, de dire... Est-ce qu'il y a-t-il un projet de société? Et ça, je pense que la gratuité, justement, fait partie d'un projet de société beaucoup plus complet, démocratique, beaucoup plus qui rejoint toutes sortes de dimensions de la vie sociale. Et ça, moi, je trouve que c'est très pertinent et j'espère qu'on va pouvoir enfin sortir de ce discours pragmatique de l'immédiateté et de la production, de l'efficacité qui mine tout discours. Oui, Gilles Leblanc. Oui, moi, je pense que là, on y va augmentation par augmentation. Par ailleurs, on sait que les universités dans certains cas, ont des budgets maintenant pratiquement illimités. En tout cas, ça semble ça de l'extérieur. Moi, je me dis, on l'a pas dit, je le propose en primaire, il faudrait avoir une sorte de commission sur le financement des universités. Ça fait des années que ça n'a pas été revu, discuté. On laisse aller tout le monde. Mais je pense que là, les étudiants ont la sonnette d'alarme. Le public, on sait les développements immobiliers immenses que certaines universités ont pris, la quête du plus grand nombre d'étudiants, le plus grand nombre de ressources possibles en réduisant souvent les exigences des programmes. Alors, comme on fait dans d'autres domaines, je pense que là-dessus, il faudrait penser à avoir une sorte de commission sur le financement des universités. C'est une question qui ne sera pas résolue si on ne l'étudie pas davantage profondément. Est-ce que vous pensez effectivement que cette fois-ci, ce mouvement qui s'amorce
va aller plus loin qu'il ne va habituellement, c'est-à-dire essoufflement au bout de quelques semaines, ou est-ce que vous pensez que l'enjeu est encore plus important? Ben, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est dur de prévenir. C'est dur de prévenir, de prévoir. Excuse-moi, Sabrina, de prévoir l'avenir. Par contre, ce qui est de point de vue stratégique des étudiants était très intelligent, c'est d'avoir donné des petites sonnettes d'alarme, d'avoir de petits signes avant-coureurs et d'avoir commencé ce mouvement de débrayage tôt dans la session pour permettre effectivement cette marge de manœuvre qui pourra exister de négociation avec le gouvernement. Est-ce que le gouvernement va reculer? Je ne le sais pas, mais je lève mon chapeau aux associations étudiantes qui ont là, alors ils avaient dans la stratégie employée, c'était très bien. Alors, projet de société, il y en a un très important qui est sur la table et sur lequel le premier ministre du Québec est revenu dans des semaines précédentes et sur lequel un environnementaliste ou en fait quelqu'un comme vous préoccupé d'environnement, David Finn, devait avoir des idées ainsi que les autres membres de ce panel. Et vous me voyez venir, le plan Nord. Silence. Bien, en fait, il y a... En bafouant un peu, l'un des porte-parole du Parti québécois a appelé ça le plan marketing Nord. Il y a... Il y a du bon là-dedans quand même, David. En fait, ce qu'il y a, c'est que là aussi, le gouvernement Charest, de point de vue stratégique, a bien joué ses pions, a réussi à vendre dans tous les sens du mot ce plan Nord à certains groupes écologistes, à vendre ce plan Nord à certains groupes amérindiens, sans que ce soit unanime non plus. Dis-moi pas qu'il vous l'a vendu aussi, David. Non, pas du tout. Je pense que il y a les deux questions pour lesquelles nous n'obtenons que des réponses très vagues, effectivement, sont l'impact sur l'environnement, sur la construction non seulement des infrastructures, mais aussi de l'exploitation minière. Premièrement, ça. Et deuxièmement, qui n'est pas une question écologique, mais la question économique, c'est la question des redevances. Nous n'avons pas de questions précises là-dessus, et ça, c'est très, très dommage. Je dirais pas que je pourrais appuyer le plan Nord là-dessus, mais sans des réponses à ces questions-là, non, je pourrais pas être en accord avec ça. Jean-Claude Ravin. Quand on parle de projet de société, justement, ça implique une vision d'ensemble. Et c'est ça qui manque dans son plan Nord, un plan strictement là, local. Alors là, toutes les multinationales se bousculent au portillon. Il y a une manne, là, on leur offre les ressources naturelles, mais c'est des ressources qui vont s'épuiser, qui vont partir en fumée et en beaucoup de profit pour des multinationales et avec très peu de retour proportionnellement pour le Québec. Mais ça, ce sont des ressources après qui ne reviendront plus. Donc c'est un projet de société, c'est de penser non simplement au présent, mais aussi à l'avenir. Et je pense à la Norvège, par exemple, qui a tout un plan dans sa production de pétrole, ou qui pense aux générations futures, à engranger des profits pour le bien-être futur, pas penser à l'immédiateté. Et justement, ce refus de revoir les redevances en se cachant derrière, en disant nous sommes dans la moyenne du Canada. Mais c'est quoi ça, la moyenne du Canada? Ça veut dire que c'est se contenter alors que on est justement dans une période où les minéraux valent beaucoup d'argent et les laisser et c'est pour ça que les multinationales se bousculent. Il s'agit donc de prendre une décision politique pour les générations futures et pour l'ensemble du Québec, pas simplement pour des localement ou pour les multinationales. Ça me paraît justement un signe inquiétant de ce manque de vision globale du politique. Alors donc, nous avons parlé de société, d'église, d'affaires religieuses. Maintenant, il nous reste quelques minutes peut-être pour parler chacun peut-être de ce qui vous intéresse actuellement, ce que vous faites, les événements qui sont à surveiller dans vos environnements, par exemple la publication du prochain numéro de Relations. Oui, là on y travaille. Là, c'est dans 2 semaines. Le numéro du mois de mars porte sur la souffrance au pluriel. C'est-à-dire que cette dimension de la vie humaine fondamentale,
qui est malheureusement dans le monde contemporain pris dans la turbulence justement de la technique et de l'efficacité et tout ça, de réduire la souffrance en un mal qu'il s'agit de contrôler médicalement. Bon, t'as un petit mot, là, on va te donner une pilule, etc. Alors qu'il y a une réflexion à faire sur la souffrance qui est une partie de la condition humaine. Elle est là quand on aime, on est là quand on crée, elle est là quand on vit. Et il ne s'agit pas de la réduire à un mal qu'on doit contrôler médicalement. Il faut l'accueillir aussi, il faut en prendre conscience. C'est une dimension et le christianisme a un regard percutant aussi sur la souffrance. Et non pas parce que la souffrance rédimerait, sauverait en tant que telle, mais elle appelle à devenir accueillant, compatissant, à souffrir avec, comme le Christ l'a montré dans toute sa vie, dans sa mort, si on peut dire. Donc il y a toute cette dimension-là qu'on essaie de réfléchir dans ce numéro. Donc dépasser la dimension seulement sociale de oui, la tout à souffrance, fait. Il y a la dimension philosophique, religieuse, sociale, artistique, spirituelle, etc. Donc il y a toute une gamme très riche qui a rapport à ce thème. Alors, Gilles Leblanc, oui, de Présence Magazine. Oui, alors, je sais que ce que je vais dire, ça va surprendre beaucoup de gens. J'ai une mauvaise nouvelle à apprendre à tout le monde aujourd'hui. C'est une nouvelle qui est triste pour nous, mais qui est triste aussi pour nos lecteurs. On vient de publier le numéro de février que les gens reçoivent ces jours-ci, mais avec une note leur disant que le numéro suivant, mars et avril, sera le dernier de Présence Magazine. Alors, après 20 ans de publication, nous devons cesser nos activités. Pas parce que nous avons pas assez d'abonnés, nous en avons peut-être pas assez, mais nous en avons autant qu'il y a 7 ans. Pas parce que l'équipe est à bout de souffle, on a une équipe, selon moi, plus dynamique que jamais, mais parce que les ressources financières, plus particulièrement celles qui nous venaient de façon très généreuse, de façon très régulière, entre autres de partenaires de communautés religieuses, mais ces ressources-là sont désormais plus difficiles à avoir, c'est plus difficile pour les communautés, elles peuvent moins nous assurer leur support là-dedans. Alors, le conseil d'administration a étudié toute cette situation-là, peut-être de tenter aussi d'autres initiatives, des fusions avec d'autres organismes, et rien de cela n'a fonctionné. Alors donc, c'est la fin d'une belle aventure, celle de Présence Magazine, qui va se terminer le 31 mars prochain. Alors, je ne me cachais pas derrière mon rôle d'animateur objectif, puisque je fus de cette aventure en étant actuellement président du conseil d'administration et également, au tout début, un des premiers directeurs de Présence. En tout cas, merci Gilles. Et puis, je suis très désolé David Finn. Je suis très triste d'apprendre cette nouvelle. C'est une voix marginale et percutante qui disparaît. Ces dernières années, plusieurs des revues chrétiennes ont dû fermer leurs portes. C'est très désolant. Je pourrais dire pour ma part que pour le carême qui commence, je crois, la semaine prochaine, j'ai participé avec Normand Lévesque, qui était un environnementaliste, mais maintenant qui commence ses études en théologie du côté catholique, à la rédaction. Qui a terminé ses études de maîtrise. Qui a terminé ses études en théologie. Nous avons collaboré pour l'écriture du guide du carême publié par Novalis, qui s'appelle Au quotidien et qui porte le titre de Un carême pour le sauvegarde pour la création. Alors, il est disponible, bien sûr, il est envoyé à toutes les paroisses du Québec. Alors, Sabrina Di-Matteo, vous avez le dernier mot et vous aurez le premier mot la semaine prochaine parce que c'est vous qui allez animer la prochaine émission des coulisses du pouvoir de notre série Foi et Turbulence. Alors, Sabrina. Les coulisses de l'Église. Les coulisses du pouvoir. Ben, c'est un beau lapsus. C'est un beau lapsus. Bon. Oui, David mentionnait... Je ne le retire pas. Continuez. Le carême commence le dimanche 26 février, donc 5 semaines avant Pâques, et l'organisme Développement et Paix a toujours son carême de partage. Et puis, cette année, le thème, c'est
pour qu'un monde de justice prenne racine. Dans le cadre de ce lancement du carême, il y aura une activité le jeudi 23 février en soirée à l'église Saint-Édouard à Montréal sur la situation en République démocratique du Congo. Donc, ça s'appelle Le Congo en quête de paix, avec 3 intervenants, un prêtre congolais de Montréal, Jean-Chrysostome Zolochi, Denis Touga de l'Entraide missionnaire et Serge Blais, qui est un agent de programme pour développement et paix qui a vécu au Congo, qui y retourne souvent. Donc, 23 février, 18h30, église Saint-Édouard, coin Saint-Denis et Beaubien. Alors, un dernier merci à Sabrina Di Matteo. N'oubliez pas de l'écouter la semaine prochaine. Un merci également à David Finn de l'Église unie du Canada, à Gilles Leblanc de Présence Magazine. Présence aura encore un prochain numéro. Et puis, Jean-Claude Ravet qui nous invite à une réflexion fort sérieuse sur la souffrance dans son édition prochaine de Relations. Ceci dit, merci beaucoup également à l'équipe de réalisation, Nathalie Jarreau et Hélène Prévost. Alors, c'est Louis Lesage qui vous dit à la semaine prochaine avec Sabrina.